Sur les pratiques politiques, les gens ils ont vu d'autres choses, le clientélisme sur le logement, sur les subventions aux associations, je pense qu'on partage le constat, voilà, c'est les mêmes pratiques partout. Donc voilà, après, bon, moi ce soir je viens vous parler spécifiquement des questions de sécurité, puisque je suis maire adjointe sur ce sujet depuis maintenant presque 6 ans, sur une ville comme Ivry. Alors je ne sais pas si vous voulez qu'on parle de questions précises ou si vous voulez que je vous présente un peu ce que ça représente être élu à la sécurité. Alors, sur une ville comme Ivry, du coup, c'est une ville qui a 61 000 habitants maintenant. Et donc, la délégation à la sécurité, en fait, ça regroupe énormément de choses, puisque, alors, je vais commencer du début. À Ivry, il n'y a pas de police municipale. Donc, c'est comme Gentilly. Il n'y a pas de vidéoprotection. Voilà. Et alors, après, ça a été un choix politique pendant longtemps. Alors, après, parfois, qui a été peut-être dogmatique sur. Voilà. La question, elle se pose aujourd'hui, en tout cas sur des villes qui sont proches de la couronne parisienne. Je pense qu'il y a peut-être aussi une manière de revoir aussi les questions de sécurité. Et moi, ce que je dis tout le temps, c'est quand on parle de sécurité, il faut dissocier deux choses. C'est un, la sécurité en tant que telle, et deux, la question des incivilités. Parce que souvent, quand on rencontre les gens, la première chose dont ils nous parlent, ils nous disent oui, la sécurité, mais quand on creuse, derrière, c'est pas des questions de sécurité, c'est des questions d'incivilité. Donc, autant sur les notions de sécurité, moi je dis, c'est le rôle de l'État, c'est une fonction régalienne, et donc c'est à l'État d'assurer la sécurité des concitoyens partout où ils sont et d'une manière égalitaire sur l'ensemble du territoire national. Donc c'est le rôle de la police nationale, voilà, clairement. Autant sur les questions d'incivilité, aujourd'hui les municipalités, elles ont un rôle à jouer. Alors l'incivilité, c'est les dépôts sauvages, c'est le stationnement anarchique, c'est le cadre de vie de manière générale, c'est les nuisances entre voisins, les commerces de nuit, c'est vraiment tout ce qu'on peut retrouver à l'échelle d'une ville et qui finalement pourrit le quotidien des habitants. Parce que quand on reprend ce qui dérange fondamentalement les gens, alors moi je ne sais pas pour Gentilly, mais par exemple Ivry, c'est le trafic de stupes. Ouais, c'est vraiment un fléau qu'on retrouve dans quasiment plusieurs cités de la ville. Et ce qui dérange les gens, en vrai, c'est pas le trafic de stupes en lui-même, c'est toutes les nuisances qui sont autour du trafic de stupes. Donc c'est les regroupements, c'est les nuisances sonores, c'est les déchets qui sont laissés derrière les groupes de rassemblement. Donc sur tout ça, en fait, la ville, il y a un travail à faire. Et ce travail, pour moi, il commence mais très en amont. Parce qu'en vérité, aujourd'hui, on a un décrochage qui se fait au niveau du CM2. Donc déjà en CM2, on a des enfants qui décrochent, qui commencent à surveiller pour des spots de deal, qui commencent, voilà, on est dans des choses qui commencent de plus en plus jeunes aussi. Donc ça, en fait, il y a tout un travail de prévention qu'on a laissé de côté, que la police nationale a laissé de côté, clairement. Ils ne font plus de prévention. Aujourd'hui, ils interviennent, ils sont en réaction, ils font de la répression. Donc on n'est plus dans ce volet de prévention depuis qu'on a retiré la police de proximité. Et ce n'est pas la mise en place de la police de sécurité du quotidien qui changera les choses, puisque ça a été fait à effectif constant, donc il n'y a pas d'effectifs supplémentaires sur les commissariats. Donc ça, c'est la première chose. Donc quand on parle vraiment de ce que le maire, en tout cas de ce que nous on peut faire à l'échelle d'une ville, nous en tout cas ce qu'on a essayé de travailler, c'est vraiment la notion de prévention à tous les niveaux. Donc on a une équipe de médiateurs sociaux donc, au niveau de la ville qui travaille dans les collèges déjà, sur des ateliers de non-violence, donc qui justement animent des ateliers sur le bien vivre ensemble pour travailler sur toutes ces notions-là au niveau de la jeunesse. Donc les chefs d'établissement nous sollicitent en fonction de leurs besoins quand ils sentent qu'il y a des problématiques très spécifiques. Ça va être par exemple venir faire un atelier sur l'homophobie. Parce qu'on a l'impression que dans certains collèges, il y a énormément de mots qui sont employés qui sont extrêmement homophobes. Sauf que oui, un ado, quand il utilise des mots, il se doute pas de ce que ça veut dire derrière. Il n'en connaît absolument pas le sens. Et il y a tout ce travail de déconstruction du langage aussi à faire. Donc ça, les médiateurs, ils le font. Ils font des ateliers spécifiques sur ces questions-là. Il y a la question... Il y a combien de médiateurs? Les collèges. Il y a combien de médiateurs? Alors, sur la ville, on en a 6 aujourd'hui. 6. C'est pas énorme. Non. Pour Gentilly, il en faudrait 2-3. Ouais. Beaucoup plus. Mais pour voir les ratios, justement, j'essaie de voir. C'est vraiment pas assez. C'est pas assez? Non. C'est vraiment pas assez. Ça a été une bataille de tout ce mandat d'en obtenir plus. On n'a pas réussi. Parce que les moyens ils étaient contraints et aussi parce que les choix politiques étaient différents. Donc c'est aussi ce qu'on veut, quelle orientation politique on veut donner à sa municipalité. Et donc ces médiateurs-là, voilà, ils ont un travail très important aussi parce que il y a quelques années de ça, malheureusement, ils ont fait un choix au niveau politique, au niveau orientation politique de la ville, qui a été de détricoter le service jeunesse et qui a laissé des séquelles dont on voit les résultats aujourd'hui.
Parce qu'on avait, bon an, mal an, on avait ce qu'on appelait Cap Jeunes qui englobait les 11-14 ans et les 15-17 ans ensuite dans une deuxième tranche, qui était vraiment une sorte de soupape. Et voilà, on accueillait énormément de jeunes dans ces structures municipales qui permettaient d'avoir un lien permanent en fait avec tous ces publics-là qu'aujourd'hui on n'a plus. On a complètement décroché. Et donc en 12 ans, on le voit, il y a une déconnexion totale entre les jeunes aujourd'hui qui sont dans nos quartiers et finalement ceux qu'on a connus il y a 12 ans qui étaient dans les structures municipales. Donc ça, c'est hyper important. Je pense que quand on veut parler de prévention, c'est aussi tout ça. C'est-à-dire qu'on commence sur le secteur jeunesse, il faut commencer très jeune, mais ça, il y a un travail qui est engagé avec les écoles et ça, c'est important de le faire. Mais c'est aussi les structures municipales. Qu'est-ce qu'elles peuvent apporter et comment est-ce qu'on accompagne ces jeunes, non pas pour faire du clientélisme ni de l'assistanat, mais pour faire de l'émancipation. Et ça, c'est aussi, je pense, ce qui nous distingue aussi des communistes, en tout cas nous à l'échelle de la ville, c'est cette volonté d'émancipation et de dire que la réussite personnelle, c'est pas tabou et qu'on n'est pas obligé de tous faire des associations de quartier pour être dans un système qui fonctionne dans une ville. Donc il y a aussi cette demande-là qui ressort aussi aujourd'hui beaucoup, de dire, en fait, on a été laissé pour compte, on a été abandonné. La question du sport est primordiale. Nous, on voit de plus en plus de gamins qui traînent maintenant à des heures pas possibles. Et quand on leur dit qu'est-ce que tu fais là, pourquoi t'es pas au foot ou ceci ou cela, la licence est à 220 €. Quand on est 4 enfants ou 5 enfants dans une famille, on ne peut pas payer 1 000 € de licence pour pratiquer une activité sportive. Donc ça, c'est hyper important. Il faut vraiment, moi je le dis souvent, c'est un peu caricatural parce qu'on dit oui, on ne va pas dire aux jeunes de faire du sport. Si, parce que le sport, il y a quand même derrière, il y a une culture de respect, de règles, de vie en collectivité qui sont essentielles aussi. Et en fait, tout ça structure la société. Et on le voit, dès qu'il y a un manque quelque part, on en a les conséquences quelques années plus tard. Donc tous ces jeunes qui végètent dans les quartiers, ils ne sont pas au sport, ils ne sont pas dans les équipements culturels, ils ne sont pas dans les structures municipales, et ils sont là. Ils sont là, ils sont attrapés par le trafic, parce que aussi c'est une réalité. Il y a une crise sociale, il y a du chômage, il y a aussi un phénomène de ghettoisation dans certaines cités, parce qu'on construit du logement social, et on construit du logement social qui aujourd'hui est extrêmement cher, donc on parque toutes les familles qui ont peu de revenus dans les cités les plus anciennes, parce que c'est les seuls loyers qu'elles peuvent payer. Donc voilà, on accentue ce phénomène de ghettoisation sur toutes les villes globalement qui ont beaucoup de logements sociaux. Moi, c'est pour ça que je suis sceptique sur la question de la part de logement social. C'est très important d'avoir le juste équilibre. Parce que quand on en a beaucoup et quand on est une ville qui a déjà plus de 25% de logement social, on n'est plus financé pour le logement social qui est à bas loyer. Donc quand on construit plus de logement social qui est censé correspondre à nos 70% de demandeurs de logement qui ont les plus bas revenus, en fait, tous ces gens-là, on les met dans les vieilles cités de la ville. Voilà. Donc, et ça fait comme ça un effet on bouge les gens, mais en fait, on ne règle pas les problèmes. Et au contraire, on les aggrave. Donc, voilà, il y a tout. Moi, je le redis tout le temps, la sécurité, vraiment, en tout cas, la tranquillité publique dans une ville, c'est une multitude de politiques publiques. Ça, c'est quelque chose que les communistes n'ont jamais voulu. Enfin, moi, j'ai vraiment eu des stops là-dessus, c'est-à-dire que quand je leur ai expliqué que la prévention, ça se travaille à tous les échelles, et notamment avec la santé, parce qu'on ne peut pas déconnecter la question de la toxicomanie de la santé publique, de la prévention, de la santé mentale, tous ces sujets-là, on ne peut pas les déconnecter. La question du logement, la question de l'aménagement de notre ville. Quand on construit, nous comme à Ivry, des tonnes de logements et qu'on ne fait pas de prévention situationnelle, c'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas nos bâtiments pour faire en sorte, oui, aujourd'hui, on ne fait plus d'auvent devant les hauts d'immeubles parce que ça favorise les squats. Donc, on fait des doubles sas parce que ça évite aussi les squats. Enfin, voilà, c'est toute une autre manière de construire la ville. En fait, on a des doubles portes. Oui, des sas. Voilà. Quand on est dans les hauts d'immeubles. Exactement. Donc, tout ça, en fait, c'est des choses qu'il faut réfléchir en amont de la construction de logements. Et bien évidemment, donc, je l'ai dit, jeunesse, culture, sport, tout ça participe énormément à toute cette politique-là. Après, nos médiateurs ne font pas que ça. Ils font aussi tout ce qui est sécurité routière. Donc, hyper important. Sensibilisation sur le danger de prendre des scooters sans casque. On intervient sur toutes les classes de CE2 de la ville pour leur apprendre la traversée des piétons aux abords de leurs écoles. Donc, avec un apprentissage des panneaux de signalétique. On fait aussi un village de la prévention routière. Donc, on emmène les collégiens et les lycéens. On l'avait fait avec les CRS notamment donc sur conduire une moto, passer le permis moto, etc. Comment ça se passe.
Donc il y a tout un travail qui est fait sur ça. Il y a la question bien sûr des consommations, alcool, cannabis, etc. quand on est au volant. Donc il y a tout un travail qui est fait en lien avec le Centre municipal de santé sur ces questions-là. Ils font aussi ce qu'on appelle, ils traitent aussi toutes les questions de conflit de voisinage. Parce que ce qui va aussi avec la crise sociale et le fait d'entasser les gens dans des logements qui sont mal isolés, qui sont pas aux normes, et ben derrière c'est énormément de conflits. Et il y a beaucoup de conflits de voisinage à régler qui sont pas déconnectés non plus de la question de la santé mentale, donc dans pas mal de cas, et qui sont pas non plus à déconnecter de la question des espaces publics. Ah putain. Ça c'est un autre point qui est hyper important, c'est comment est-ce qu'on aménage notre ville pour faire en sorte justement que la ville, elle permette à tout le monde de trouver sa place sur l'espace public. Et la question des espaces verts, la question de l'aménagement de l'espace public, c'est hyper important parce que finalement, quand on construit une ville, il ne faut pas la construire uniquement sous le prisme de l'urbanisme strict, c'est-à-dire qu'on se dit les gens vivent dans leur logement et puis c'est comme s'ils ne pratiquaient pas la ville. Mais au contraire, les gens passent énormément de temps à l'extérieur de leur logement parce qu'ils y vont pour emmener leurs gamins à l'école, au sport, ils vont travailler, ils passent du temps quand ils rentrent de l'école avec leurs enfants dans les espaces verts qui sont à l'extérieur. Donc quand on n'a pas tous ces espaces-là qui sont des soupapes, en fait, ça crée énormément de conflits de voisinage à l'intérieur des logements. Donc c'est pour ça que l'aménagement, c'est la base pour avoir une ville tranquille. C'est comment est-ce qu'on réfléchit son aménagement de la ville. C'est hyper important. Et donc ça, c'est vraiment, moi je vous décline là, comme ça, un peu comme ça en vrac, l'émission des médiateurs. Ils font ce qu'on appelle les visites de courtoisie. Alors c'est une autre de leur mission, c'est quand on a identifié des tensions. Ils vont dans des immeubles et ils toquent à toutes les portes pour aller un peu discuter avec les gens et tâter un peu la température de ce qui se passe dans un quartier. Donc parfois on tombe sur des conflits de voisinage, parfois on tombe sur des petites problématiques, le logement mal isolé, un problème avec le bailleur, etc. Donc voilà, il y a toutes ces questions-là. En fait, finalement, les médiateurs, ils servent vraiment d'avoir une photographie à l'instant T de ce qui se passe dans la ville, parce qu'on ne peut pas avoir l'œil sur tout. Et c'est hyper important, je pense, d'avoir en tout cas ce corps de métier qui n'est pas perçu comme étant une police municipale, qui n'a pas les mêmes missions d'ailleurs, et qui n'est pas du tout dans un volet répressif, mais qui est vraiment dans un volet de prévention et d'accompagnement. Après, on a, comme dans les autres villes, alors nous on a aussi des ASVP, des agents de tout ce qui est voie publique, donc pour la verbalisation sur le stationnement et depuis maintenant 1 an sur les dépôts sauvages et sur l'affichage sauvage, sur les mégots de cigarettes, sur tous les commerçants qui ne jettent pas leurs ordures dans les bacs qu'ils devraient prendre mais qui les déversent sur les trottoirs. Donc voilà, depuis 1 an, il y a tout un travail qui a été fait sur ce volet-là parce que finalement, ce qui revenait le plus, c'était pas tellement la question de l'insécurité en tant que telle, même si ça c'est une autre notion qu'il faut travailler avec les gens, c'est la notion, le sentiment d'insécurité. Et parfois, c'est vraiment, il y a une déconnexion, vraiment, il y a un gros gap entre les deux. Mais vraiment, c'est le cadre de vie. C'est, je veux que quand je rentre chez moi, ça soit propre. Voilà. C'est vraiment, c'est un minimum. Surtout dans des villes où on a des taxes foncières qui sont parfois très importantes. Les gens, ils nous disent tout le temps, on paye énormément de taxes, on veut que ça soit propre, on veut un service public de qualité. Voilà. Donc, on a engagé tout ce travail. Alors, on a mis en place depuis maintenant quelques semaines ce qu'on appelle des pièges photographiques. Donc, c'est pas des caméras, mais c'est des systèmes qui étaient plutôt utilisés dans les zones, plutôt en forêt. Mais en gros, c'est le piège photographique se déclenche à partir du moment où il y a un mouvement. Donc, on l'a mis dans des zones où on a vraiment de grosses problématiques de dépôt sauvage. Et quand il y a un véhicule qui passe, ça prend en photo la plaque de la personne qui fait un dépôt sauvage pour pouvoir verbaliser ensuite. On a mis en place un double système parce que il faut savoir que quand les ASVP font des PV, ça part chez l'officier du ministère public, mais c'est pas forcément suivi des faits. C'est-à-dire que la personne, en fait, ils sont tellement débordés qu'ils convoquent pas forcément les gens. Donc en fait, il y a un sentiment d'impunité qui s'installe, puisque les gens déversent leurs ordures, elles reçoivent peut-être un courrier de la municipalité qui dit « bon, on a constaté votre dépôt », mais en fait, derrière, ils n'ont jamais il n'y a pas de suite. Donc nous, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a voté une délibération pour mettre en place un système de redevance. Donc on a calibré ça au mètre cube, voilà, donc quand il y a 1 mètre cube, 2 mètres cubes, 3 mètres cubes, en fait, même si le PV n'est pas fait, nous en tout cas, on demande à la personne qui a été identifiée de payer le ramassage et l'enlèvement des ordures ménagères. C'est une redevance. C'est une redevance, c'est pas une taxe, oui, c'est pas un... Non. C'est comme une amende. Non, c'est pas une amende. Pas une amende parce qu'en fait, ils ne sont pas convoqués par l'OMP, mais par contre,
ils ne peuvent pas échapper parce que l'OMP, ils peuvent toujours dire oui, bon, voilà, c'est pas moi, etc. La redevance, c'est pas possible. C'est-à-dire que le Trésor public, il va prélever l'argent directement sur le compte. Donc là, parce qu'à un moment, les dépôts sauvages, globalement, Ivry, ça nous coûte 1 million d'euros par an. Donc on a dit stop, ça suffit. Il va peut-être falloir prendre des mesures aussi pour récupérer cet argent. Donc voilà, sur ces questions-là. Après, il y a sur la sécurité en tant que telle, nous on travaille, alors même si le maire, en tout cas les élus, c'est pas nous qui arrêtons les gens, on travaille énormément en réseau en fait avec tous les acteurs de la sécurité sur la ville, donc le commissariat bien évidemment, la préfecture, le parquet, la procureure, les bailleurs, c'est très important, les transporteurs, les commerçants. Et donc il y a une instance au niveau de la ville qui est le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance qui réunit tous ces acteurs-là et avec lesquels on fixe en fait des orientations en général. Une fois par an, on fait une plénière, on fixe des orientations, on fait un bilan des actions qui ont été faites dans l'année qui a précédé. Donc voilà, on peut par exemple, ce qu'on a mis en place sous ce mandat, ça a été le rappel à l'ordre. C'est pas tout à fait... ça a été travaillé comme ça, mais en gros, l'idée c'était de dire au commissariat, quand vous faites des contrôles répétés dans un endroit et que vous repérez plusieurs fois les mêmes jeunes qui végètent dans ce quartier, on travaille ensemble et vous nous donnez les noms et nous à partir de ce moment-là on convoque. Donc quand c'est des mineurs on convoque avec les familles et derrière ça nous permet de creuser. Donc pourquoi est-ce que ce jeune est sur l'espace public, est-ce qu'il y a un besoin d'un suivi spécifique, est-ce qu'on renvoie vers la mission locale pour un stage ou pour un autre suivi, enfin voilà. Ça nous permet aussi derrière de débroussailler aussi quelques situations familiales qui sont compliquées. Donc ce CLSPD fonctionne ensuite, il se décline en groupe de travail. Donc en général les groupes de travail ça suit les orientations nationales, donc jusqu'à présent l'axe prioritaire c'était les jeunes exposés à la délinquance, donc sur lequel l'État essaie de mettre des moyens, mais... Ça concerne combien de personnes sur Ivry par exemple? Ça concerne combien de jeunes par exemple? On n'a pas de statistiques comme ça, après c'est... Parce que là c'est la procédure, mais je veux dire, il y a combien de situations comme ça où les jeunes vont être convoqués ou leur famille? Ça dépend en fait, ça dépend si par exemple on décide de mettre le paquet sur un quartier. On peut recevoir à l'appel 10-15 personnes sur ce quartier-là parce qu'on a décidé de faire un focus sur cette zone-là parce que les gens n'en pouvaient plus. Mais en vérité, ce que dit la police, c'est ce qu'ils disent tout le temps. Ils disent, nous, on ne réglera pas le problème de trafic, on va le déplacer. Donc quand ils vont se concentrer sur une zone, c'est juste pour dire, on va baisser la pression dans ce quartier parce que les gens ne peuvent plus, ça va se déplacer à côté. Mais au moins, les gens qui ont vécu ça pendant des mois, ils vont être soulagés. Il y aura du répit, quoi. Exactement, mais en fait, on ne réglera pas le problème parce que le problème, il est endémique. C'est une question financière. Économique, Il y a un marché d'économie parallèle qui a été mis en place. Il y a des familles qui payent leur loyer grâce à ce trafic, clairement. Qui partent en voyage. Donc c'est aussi une réalité. Donc voilà. Après... sur les jeunes exposés à la délinquance, en fait, globalement, c'est l'ensemble des jeunes, parce qu'on ne fait pas de distinction, on fait de la prévention à l'échelle de la ville, donc ça concerne vraiment du plus jeune âge jusqu'au lycée, on travaille avec tous ces jeunes-là. Après, le deuxième grand axe qui a été ciblé par l'État, c'est tout ce qui était violences faites aux femmes et violences intrafamiliales. Donc là, on a un réseau de lutte contre les violences faites aux femmes qui est très actif sur la ville et qui travaille énormément sur notamment comment est-ce qu'on accompagne les femmes pour le dépôt des plaintes. Je vous dis, ça fonctionne tellement bien qu'aujourd'hui, à Ivry, on est en moyenne à 3 plaintes par jour pour violence. Donc voilà, il y a une équipe dédiée au commissariat, il y a un psychologue et il y a le travail du réseau, donc en lien avec le département, donc le centre municipal de santé, enfin voilà, plein d'acteurs autour pour travailler justement cette question des femmes victimes de violences et des violences intrafamiliales. Donc c'est énorme, hein, quand on a les chiffres tout de suite, voilà, on se dit 3 plaintes par jour, c'est énorme, comment on traite, comment on gère. Il y a la question de l'éloignement du conjoint, comment on reloge les enfants, comment on les scolarise. Donc vraiment, c'est énormément de sujets qui s'entrechoquent. C'est pour ça que je disais, ça ne se déconnecte pas du reste, en fait, vraiment. Et donc, le troisième grand axe qui a été fixé par l'État, c'est ce qu'on appelle la tranquillité publique au sens large. Et là où ils ont en fait déboursé un maximum d'argent, c'est-à-dire les polices municipales, la vidéoprotection et... voilà, donc tout ce qui est prévention situationnelle. Donc là, il y a énormément de fonds. Quand on veut installer des caméras, il n'y a pas de problème. Là, l'État ouvre les vannes, la préfecture donne des sous, la région Île-de-France donne des sous. Enfin voilà, vraiment, on n'a pas trop de difficultés. À Ivry, vous ne voulez pas installer des caméras? Alors la question, elle se pose. On a fait un travail, en fait... Oui, alors nous, on a fait ce qu'on a dit, ce qu'on avait répondu, parce que c'était une demande qui était venue, la question des caméras. On avait pris quelqu'un pendant 8 mois à peu près qui a fait une étude comparative sur les villes qui ont installé des systèmes de vidéoprotection, en allant de la simple caméra qui filme comme ça jusqu'au système avec un centre de supervision, avec des agents qui sont derrière et qui vérifient. Et l'idée, c'était un peu de voir le coût
par rapport à coût-bénéfice. Coût-bénéfice. Donc ça coûte quand même énormément. Donc faut pas relativiser le coût de l'investissement pour une collectivité d'installer de la vidéo. Mais tu dis que l'État intervient. Non, mais pas les personnels. Mais après, le personnel derrière, c'est l'investissement. L'investissement, il reste pour la municipalité. Il faut compter en moyenne 15 000 € par caméra. C'est à peu près ça. Avec le personnel pour les surveiller, c'est ça? Non, c'est 15 000 € sur l'installation technique. L'équipement. Voilà, l'équipement. Après, il y a les frais de fonctionnement de surveillance. Il y a tout ce qui va avec. C'est plus cher. Et après, en réalité, ce qu'il faut se dire, c'est la caméra, en fait, ça dépend pourquoi on veut l'installer. Nous, typiquement, à Ivry, les gens nous demandaient des caméras, ils nous demandaient des caméras pour les dépôts sauvages. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'investir 1 million d'euros pour des dépôts sauvages? Donc, voilà, c'est plus ça, en fait, le calcul qu'on a fait. Donc, pour l'instant, la réponse. Je disais, en fait, ça dépend pourquoi on veut installer des caméras. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, vous avez parlé, on en a parlé. C'est pas qu'on s'en abstient, c'est que de toute façon, on ne pouvait rien engager juste avant la fin du mandat, donc c'est pas possible. On a gelé jusqu'en 2020. Je pense qu'on ira vers 2 ans de caméra. Pour la simple et bonne raison qu'en étant une ville collée à Paris, ça n'a pas de sens aujourd'hui de ne pas avoir d'installation de caméra sur sa ville. Ne serait-ce que pour entrer les entrées et sorties de sa ville. C'est une réalité. Il y a énormément de passages. On a, quand on est dans une ville où on a des accès de transport en commun, métro, RER, etc., il faut savoir que les axes de métro, par exemple les sorties de métro, c'est là où il y a le plus de vols avec violence ou de vols avec arraché, parce que en général, on sort son téléphone dès qu'on sort de la bouche de métro, et c'est là qu'on se le fait arracher. Donc typiquement, c'est des axes où installer une caméra, ça a du sens. Maintenant, si on me dit installer des caméras pour du trafic de stupes, ça n'a pas de sens. Ça ne règle pas le trafic de stupes, ils bougeront, le trafic sera toujours là, donc ça n'a aucun intérêt. Ce que je dis, c'est qu'il faut réfléchir pourquoi on installe une caméra. Quand on a décidé de l'installer pour lutter contre quelque chose de spécifique, on la met, mais spécifiquement pour ça, et pas pour autre chose. Et après, moi je sais qu'on a eu de gros débats sur la question des libertés publiques. Aujourd'hui, ce qu'on met sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc., ça va au-delà de ce qu'une caméra va filmer sur l'espace public. Hein. Vraiment, la question des libertés publiques, elle a été évacuée même par la CNIL, même si on voit la dérive que ça peut avoir. Nice, notamment, qui a voulu aller sur de la reconnaissance faciale en utilisant les caméras, on voit tout de suite où la dérive peut aller. Mais après, c'est pour ça que je dis, il faut être hyper vigilant sur pourquoi on installe une caméra, sur est-ce qu'on la déplace à un moment parce qu'on a réglé un problème, est-ce qu'on l'enlève, est-ce que voilà, c'est aussi tout ce travail-là qu'il faut réfléchir en amont. Si je prends un exemple, effectivement, par exemple, il n'y a pas de caméra à Gentilly, donc il n'y en a pas dans cette rue. Quand il y a eu les gros trucs de cachère, Koulibaly, il habitait à côté. Parce que justement, il savait qu'il n'y a pas de caméra. Donc il y a des gens qui peuvent venir ou utiliser les lieux, donc le Davant de Paris, où il n'y a pas de caméra pour se planquer, pour... Alors, moi ce que je dis toujours, après, c'est un problème vraiment... C'est mouvant. On appelle ça vidéoprotection. Je pense que c'est une erreur. C'est Michel Alliot-Marie qui avait changé de nom. Je pense que vidéosurveillance était plus adapté. Vidéoprotection, ça donne une notion de protection. Il n'y a pas de protection. Les caméras n'empêchent pas les agressions. Ça, c'est une réalité. Il n'y a personne qui va sortir de la caméra pour vous aider si vous faites agresser. Ça, c'est évident. Je pense qu'il faut vraiment faut être très clair avec les gens. Par contre, il y a une réalité qui est qu'aujourd'hui, les vidéos permettent la résolution d'enquête. Voilà, c'est-à-dire que ça sert à la justice et à la police derrière pour des résolutions. Ça, c'est une réalité. Donc, on ne peut pas dire aux gens que c'est pas utile, c'est faux. Mais maintenant, il faut juste bien expliquer à quoi sert une caméra sur l'espace. Il faut y avoir réfléchi, ça ne peut pas être juste plein de caméras partout. Il y a une réflexion derrière. Non. Et il y a une évolutivité et il y a une observation. Et enfin, moi, juste, je rapporte au mandat qu'on vient de vivre avec Fred. Il y a eu 6 ans bientôt écoulés, 2 CLSPD. 2. Ah oui. De quoi? 2 conseils locaux de sécurité. Alors, c'est quand même... C'est pas tous les ans? Non. Normalement, c'est tous les ans. Tous les ans, non, mais c'est une instance qui inclut les bailleurs, l'éducation nationale, la santé. J'y étais, j'avais dormi là-bas. T'as dormi en face de moi. Et c'est le... voilà. Donc voilà, j'ai juste une parenthèse pour Gentilly, c'est qu'il y a un vrai phénomène de problème de sécurité et d'incivilité, mais avec une action municipale qui s'était réduite à néant.
Voilà, donc j'irai pas plus. Ouais, alors que justement, c'est Non, hyper important quand même que la zéro. municipalité soit connectée avec les forces de l'ordre parce qu'on peut pas en fait travailler chacun de notre côté, on est obligé de travailler ensemble. Donc moi je sais que le commissaire, je le vois une fois par mois pour faire un bilan, un état des lieux de la ville et je l'ai au téléphone régulièrement. Donc on peut pas travailler en déconnecté, c'est pas possible. La mère le faisait sans doute, mais toute seule. Oui, Comme le reste. parce que nous, elle fait tout seul. Oui, mais Personne qui oui, fait mais centraliser. si on Ça, c'est disait- que- Elle disait que le quartier était observé, mais on n'a jamais su comment. Nous, on centralise. Alors, est-ce que Avec des mosquées. En réunion de quartier. bah peut-être Ne qu'il y vous avait en faites pas. bah, peut-être qu'il y avait Il y a des grands Nous frères. faisons une enquête. Nous Côté observons. bienveillant, Parce côté qu'après, maternel, c'est vrai que la protège. police parfois elle utilise des appartements vacants pour faire des surveillances, ça arrive, c'est assez fréquent, c'est assez C'est partie régulier. du dispositif. Mais c'est impossible qu'une municipalité ne travaille pas. Parce que avoir les informations c'est intéressant, mais après il faut savoir ce qu'on en fait des informations. Parce que en fait, juste avoir des informations pour avoir des chiffres et des stats, ça n'a aucun intérêt. ici, ils veulent C'est- surtout rien en faire, donc ils le faire. Mais oui, mais c'est important. Moi je C'est sais clair. que globalement, si je prends les statistiques sur ma ville, depuis maintenant 5 ans, par exemple, les agressions et les vols avec violence, ils ont baissé sur la Oui. ville. Parce qu'il y a eu tout un travail, il y a eu une volonté politique de travailler sur ce sujet-là. Donc, on a fait en sorte qu'on avance sur ces questions-là. On sait que sur le trafic de stupes, ils arrêtent tous les jours. Tous les jours, on a des arrestations, ils récupèrent Des quantités des de quantités drogue. de drogue. C'est quotidien et on le sait. Et il y a un travail qui est fait parce que c'est aussi une volonté affichée de dire bah, nous, ça ne peut plus perdurer, on veut travailler sur ces sujets-là. Et c'est aussi, alors c'est pas la ville qui donne les ordres à la police, on n'est pas dans un système américain où en gros la police serait dépendante du maire, mais il y a besoin d'avoir ce travail, en tout cas d'aller-retour avec les forces de police sur sa ville, c'est essentiel. Après sur la vidéo, comme je disais, ça dépend vraiment de chaque territoire. Moi je vous dis, si on prend des villes, des territoires qui sont isolés, aller installer 50 caméras juste pour rassurer sa population, ça n'a aucun sens. Enfin je veux dire, à un moment il faut aussi être réaliste. Voilà, le coup de Koulibaly, il n'était pas forcément fiché. Ça peut être n'importe qui veut faire un attentat, sans forcément. Il peut y avoir un truc de 85 ans qui rentre attaque. quelqu'un, regarde, tu vois, les attentats extrême droite, le mec, il a allait. Non, mais c'est clair. Même un vieux peut être dangereux. Mais, et après, je vous dirais que, par exemple, la ville de Nice, c'est la ville où il y a le plus de caméras, où il y a le plus d'agents de police municipale, ils sont presque 600. Ils ont 600 agents de PM, et ça n'a pas empêché les attentats du 14 juillet. Et pourtant, le camion avait été filmé plusieurs fois en faisant des allers-retours et du repérage. Donc, c'est pour ça que vraiment, c'est quand on réfléchit à l'installation de caméra, il faut vraiment savoir ce qu'on veut en faire, pourquoi on l'installe et quels moyens on y met derrière. Voilà, si on se dit que c'est pour la résolution des enquêtes, il n'y a pas de problème, on installe sa caméra, on renvoie les images au commissariat et on les laisse gérer. Ça, c'est une possibilité. Donc, ça ne sert pas pour la drogue, ça sert Pour les incivilités, non? Mais non, pour les incivilités. Le travail, une caméra peut filmer une voiture qui fait un dépôt sauvage. Donc elle peut la filmer et prendre la plaque et effectivement là il y a une verbalisation qui est faite. Ça fonctionne sur ça. Mais c'est un point précis. Voilà. Bon, moi, le travail que je trouve le plus intéressant de ce qui a été présenté, c'est comme le travail des médiateurs. Et il n'y en a que 6. Pourquoi est-ce qu'il n'y en a que 6? Bah parce qu'il n'y a pas de moyens. Donc, si voilà. sont combien de. 60 000. Mais il y a combien de Effectivement, c'est en fonctionnaires fait dans eux la qui ville sont à la base de l'amélioration, 1800. j'imagine. Il y en a 6 sur 1800. quoi. Et des Il ASVP. y a un problème d'arbitrage. Quoi. Les ASVP, on en a 26. Et on a 10 agents de proximité qui font la traversée des écoles, les points écoles, et qui font aussi la sensibilisation des commerces. Et mais ça, on l'a depuis cette année. Hein. Ça fait 4 ans que moi je travaille dessus, vite pour réussir ce rassemblement. Il n'y avait pas qui faisait la traversée des écoles avant. C'était les ASVP. Ah, d'accord. Ouais. Bah, nous, on n'en a pas du tout. Et les ASVP interviennent Depuis sur un quoi très bon moment. Alors depuis le 1er Alors, janvier, qui roule, les Pour une police ASVP... municipale, on est bien d'accord. Non, depuis le 1er janvier, les ASVP ils interviennent sur les dépôts sauvages, Ouais. sur le stationnement payant et le stationnement gênant. C'est Ouais. pas tout à fait les D'accord. mêmes choses. Ouais. Sur l'affichage sauvage. Ouais. Et sur, par exemple, les jets de mégots, les déjections canines, enfin, ça, ils le font un peu. Ils commencent. Parce que c'est. Faut se rendre compte aussi que pour des agents qui étaient juste des agents verbalisateurs de véhicules, passer à la verbalisation auprès de personnes, c'est aussi un gap à passer au niveau du travail de l'agent. Donc, Deuxième question, ces ASVP sont-ils ivriotes? pas tous. Vous avez la question. Sont-ils Ivriens. Ivrien. C'est Vitrio et Ivrien. Je suis totalement contre la police municipale. Ça, pour moi, comme tu l'as dit, l'État, c'est régalien. Il faut se battre, effectivement, dans le programme pour un commissariat de plein pied à Gentilly. Je crois que c'est la bataille à mener.
Après, il faut Ah oui, juste... non, on peut tout après, rêver, mais en tout cas, c'est une bataille amenée. il faut juste être vigilant parce qu'à partir du moment où on donne des pouvoirs, entre guillemets, à des agents, Ouais. parce que moi je vois là, avec le corps des SVP qu'on a créé, bah, aujourd'hui, moi j'ai beaucoup de mes agents qui passent le concours de police municipale, parce que c'est la suite logique en fait. Voilà. Donc à un moment, ces agents-là, ils vont partir. Et c'est pas les moins compétents qui passent les concours aujourd'hui qui partent. Après, il y a une réflexion, en tout cas nous, ce qu'on est en train de réfléchir pour ne pas avoir la police municipale, parce que la police municipale, elle a quelques avantages, et encore faudra regarder, mais surtout beaucoup d'inconvénients, dont l'un des principaux qui est la possibilité pour la police nationale de réquisitionner nos agents avec les véhicules qui vont avec. Et donc pendant ce temps-là, l'État, il est tranquille et il utilise les moyens des collectivités pour faire le travail de la police. Ah bon? Voilà. Ah oui, oui. Oui. Il y a même des villes aujourd'hui... Ça, je ne savais pas ça. C'est important, mais ça Il y a- va. Oui, simplement pour Évry, là, vous avez le commissariat que vous avez correspond à quel territoire géographique? C'est Ivry. Que Évry, 60 000 personnes. Oui. Donc nous, on est sur le double. On a un commissariat au Québec Pour deux. pour plein de villes. Alors, il y a 120 000 habitants. 120 000. 120 000 habitants. C'est-à-dire que, donc du coup, nous, on a, je ne sais pas comment réagit la police nationale de votre territoire. S'ils sont aux aguets, nous, ils vont être 2 fois plus longs, automatiquement. Ça, c'est partout pareil. Alors, les manques de Mais moyens... encore plus que ça. C'est-à-dire, c'est le Après, il territoire faut le regarder plus- les le plus grand effectifs. par- Le manque de moyens sur les commissariats, il est à peu près... il est encore plus important Mais nous, on est dans le la territoire le plus Seine-Saint-Denis. grand d'Île-de-France pour le peu de nombre de commissariats. Il est plus important de viser. Oui, bah en fait, Oui, le département le plus important, où et il y a je le peux vous manque dire à le plus Sevran. important, c'est 93. Oui, Ils mais ont ouais, vraiment que dalle, quoi. Il y a un Donc, plan qui a été annoncé ce matin d'ailleurs. Oui, Ouais, on les en parle plans, tout le temps ce matin. Ils ont augmenté Moi 150, aussi. 150 postes. C'est rien. C'est que dalle. Oui, mais enfin, franchement. C'est mieux que rien. rien. Non, Il y a 2 ans, de ça, ils Non, avaient t'inquiète. proposé une mutualisation des commissariats. Nous, on en faisait partie. Ils voulaient mutualiser Ivry-Vitry sur un seul commissariat, donc à Vitry, en sachant que Vitry c'est 100 000 et nous on était à 60 000. Donc ils voulaient, en se disant, bon, on va mutualiser en fait tous les cadres, comme ça on va libérer du personnel sur le terrain. Mais en vrai, c'est une question de moyens. Quand on sait que la réforme, enfin, je me rappelle sous Hollande, ils avaient voulu faire passer le contrôle du contrôle au faciès, là, le récépissé de contrôle au faciès. L'un des arguments de la police avait été de dire on n'a pas de syllabique. Donc ils en sont là, les moyens. Donc il y a des villes, enfin moi j'ai des collègues qui sont dans des villes où c'est la municipalité qui met le gasoil dans les voitures de police nationale. Ils n'ont même pas les moyens de mettre le gasoil. Donc il faut vraiment... Ah oui, l'État, c'est... voilà. Il y a un Désengagé, délitement forcément. sur les moyens qui sont... Il faut dire un délitement, il y a un désengagement totalement de l'État, de tous les... Mais tous qui les est gouvernements. voulu et qui est réfléchi voulu, pour bien aller sûr. sur un transfert de compétences sur les C'est une collectivités. stratégie. Donc il y a eu le... Tout en baissant C'est une stratégie. son subventionnement en fonctionnement. C'est une stratégie. Ah oui. Donc, c'est une stratégie. C'est une stratégie, c'est de faire passer sur les impôts Ils locaux veulent déléguer, de plus en plus de choses. Si, pour ceux que ça intéresse vraiment, il y a le rapport Fauvert qui était sorti l'année dernière, donc, qui avait été commandé par le gouvernement, où carrément, eux, c'était les commissariats, en fait, ils vont prendre la main sur les polices municipales, on va tout rassembler ensemble, et en fait, ça va devenir des grosses circonscriptions avec, on va rattacher les polices municipales Au au commissariat, tout en faisant glisser une partie de la tranquillité publique en tant que telle au secteur privé. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous, ça, gentil, ça se passe comme ça. Nous, en tout cas, il n'y a plus aucune manifestation publique qui est surveillée par la police. C'est des boîtes de sécu privées. On paye tout. C'est-à-dire que Avec Vigipirate, ça ça a précipité. accéléré, mais globalement, c'est un cheminement qui est Et en depuis plus, quelques années. tu as l'obligation, à partir du moment où tu fais telle manifestation, que le préfet te dit, bah là, et on faut qu'à. C'est ça. De toute façon, on ne peut rien faire, hein, c'est le préfet, sinon... Et c'est sur les frais de la ville. Et c'est la ville qui paye. Qui paye. Moi, vous donne un ordre de grandeur. Nous, on fait la fête annuelle à peu près sur Ivry. Elle nous coûte à peu près 550 000 € cette fête. Ouais. Et ben, c'est 90 000 € qui partent sur la Sécu. D'office. Voilà, pour les agents, pour faire des femmes Les filtrages. pour mettre les gros blocs GBA. Ouais. Voilà. Donc tout ça, c'est des frais qui sont incompressibles sur les questions de sécurité. Et là, on sent vraiment qu'il y a... Oui, il n'y a plus la camionnette de police qu'il y avait avant. Non. Bah non, nous, la police nous dit on surveille l'extérieur de la fête. La fête, c'est vu. Donc nous, Sabrina, ce que tu viens de nous... Ça doit être les bonbons. Hein. Ce que tu viens de nous expliquer, en fait, est-ce qu'il y a une alternative de sécurité et de contrôle des incivilités autre que la police municipale? Moi, j'entends que oui. Oui, alors, moi je pense que en fait, souvent, les écolos, on les attend. Les écolos, je parle pour moi, parce que du coup, sur ce mandat-là, ça a été un peu. On les attend pas sur les questions de sécurité.
Donc il y a des propositions. Je pense que la police municipale, c'est pas l'alpha et l'oméga. D'ailleurs, on voit dans les villes où il y a eu des PM, souvent les effectifs de police nationale, ils ont baissé. Et puis l'étape suivante, en général, c'est l'armement de la police municipale parce qu'ils demandent à être équipés les autres. Ce qui Qu'est-ce qui a baissé les suivantes? en fait, Les effectifs de police municipale, les effectifs de police nationale ont baissé. Ah Parce oui, que c'est oui, compensé. c'est une stratégie. C'est compensé et après ils demandent de l'armement, Vraiment. ce qui Et n'est après, pas illogique parce qu'ils sont en uniforme bleu, ils sont sur l'espace public, Et après, ils partent. ils encourent les mêmes risques et ils n'ont rien pour se protéger. Donc Oui. voilà, tout ça va dans le même sens en fait. un enchaînement. C'est un Un enchaînement. enchaînement. Par contre, il y a d'autres solutions. Moi je pense que. Il y a des chiffres là-dessus dans le rapport Oui, précis sur cette. Ah mais moi je suis au Forum français pour la sécurité urbaine qui englobe plusieurs villes. Je t'enverrai le rapport. Même Nice et d'autres villes. Et il y a toutes les villes globalement, quand elles ont mis des PM, les effectifs de police nationale, soit ils n'ont jamais augmenté, soit ils ont baissé. Et du coup, dans les solutions, donc. Dans les solutions, moi ce que je dis, il y a, nous en tout cas le secteur médiation, il fonctionne. Donc il y a un peu de travail, mais qui doit aller avec toutes les autres. Il faut les diplômer, il faut les former, il faut les... Oui, après il y a des organismes de formation sur la médiation sociale, donc ça existe. Après, on est plus en train de réfléchir. Et ça veut dire qu'il y a des heures prévues dans les heures collèges pour leur intervention? Oui. Oui. Dans les programmes? Oui. Ils ont des ateliers, ils ont des créneaux horaires, ils prennent des classes entières. D'accord. Ah, c'est bien. Mais à raison de quoi? Parce que moi, ça me semble un tout petit peu impressionnant de me dire que 6 médiateurs vont pouvoir éduquer, parce qu'il s'agit d'éducation. Je veux dire, concrètement, il s'agit de quoi? De combien de... Alors, combien d'interventions il faut pour pas. ces Alors, médiateurs? il faut pas. Si c'est C'est une par an, 3 par an par Ouais. classe. D'accord. Et il ne faut pas toutes les classes. En général, ils ciblent. C'est soit les 6e, soit les 4e ou les 5e. Enfin voilà, ils ciblent une tranche au collège. D'accord. Donc on a 4-5 collèges sur la ville, donc c'est à peu près, ça donne un peu le ratio de leurs interventions sur l'année. Ils interviennent aussi, j'ai oublié d'en parler, la classe citoyenne, parce que en fait on a depuis 1 an et demi maintenant, on a un dispositif qui a été créé sur le district Ivry-Vitry au moment des exclusions temporaires, parce qu'à l'époque, quand on excluait, c'était à l'extérieur. Donc l'éducation nationale a mis 2 profs, et nous on a mis les médiateurs et les éducateurs spécialisés. Donc ils sont dans une classe citoyenne où pendant une semaine, globalement, ils suivent des cours en parallèle, et surtout ils auront des ateliers à la non-violence, au respect, au vivre ensemble. Et ça, ce sont les jeunes exclus. Ça, c'est les jeunes exclus. Suite à... Donc, Oui. d'accord. Ils rentrent Quand pas ça chez existe, eux. Il y en a beaucoup. D'accord. Il y en a beaucoup. En T'as rien moyenne, résolu. en moyenne, sur les exclusions temporaires, je parle, D'accord. c'est de 2 à 5 jours. Il y en a beaucoup. Sur le district Ivry-Vitry, c'est environ 350 par an. Donc c'est pas, c'est quand même assez important. Après, la médiation, c'est une solution. Moi, ce qu'on est en train de travailler, c'est que évidemment la police municipale, moi je suis pas convaincue du dispositif. Par contre, il y a un autre grade qui permet notamment le travail sur les enlèvements des véhicules épaves ou des véhicules en stationnement gênant, puisque les ASVP ne peuvent pas le faire. Et souvent, on voit les accès pompiers, tous ces grands axes qui sont parfois occupés par des véhicules. Il y a le statut de garde champêtre, Ah oui. qui a été oublié pendant très longtemps, mais qui est un statut qui est intéressant parce qu'en fait, c'est un statut qui a même plus de pouvoir qu'un policier municipal. Ouais, Donc, faut le remettre. ça a deux avantages pour moi. Le premier, c'est que le garde champêtre, il a des prérogatives que la SVP n'a pas, même que le policier municipal n'a pas, donc il peut faire un vrai travail sur une ville, avec notamment sur les amendes, par exemple, si on parle des amendes. Quand quelqu'un jette son mégot, pour un ASVP, il peut faire juste un relevé d'identité. La personne n'a aucune obligation de donner son identité. Un garde champêtre, ça va être différent. Donc voilà. C'est un statut de la fonction publique? C'est un statut de la fonction publique, le garde champêtre. Je régler, évidemment. C'est un statut de la fonction publique. Ah, Alors, ils font quasiment plus de formation ni d'assermentation, mais je pense que si plusieurs villes le demandent, ils seront obligés de le mettre en place. L'autre. Tu dis qu'il y a plus de pouvoir que la police municipale. Oui. Quoi, par exemple? Ça, par exemple. Tu vas voir, il y a d'autres. L'enlèvement des Organisé. véhicules. Par Donc, exemple. si tu pêches dans un coin, c'est interdit, le mec il a fait une amende. Oui, c'est ça. Oui. Après, le deuxième avantage, c'est que quand on veut dire que sa ville elle est en transition écologique et que l'objectif c'est de verdir sa ville, parler de garde champêtre ou de brigade de l'environnement, ça a du sens. Donc c'est aussi, dans comment est-ce qu'on amène les choses et comment est-ce qu'on raconte aussi l'histoire, ça a aussi son importance. Voilà, quand on parle de police municipale, déjà ils sont pas en bleu, ils sont en vert. Ouais. C'est autre chose. Ouais. Aujourd'hui, l'uniforme bleu, il est haï par une grosse partie de la population
parce qu'on a des Jeunes. relations police-population qui sont extrêmement difficiles, et pas que, je mets de côté jeune police parce que c'est encore un cas particulier, mais le particulier lambda qui va au commissariat, qui est mal accueilli, dont on refuse de prendre la plainte, etc., il ne leur sort pas avec une bonne image globalement de la police. Et si en plus il a le malheur d'avoir son voisin qui fait du bruit, qu'il appelle la police, qu'on lui dit on n'a pas de voiture, alors là c'est bingo, je peux vous dire que la relation police-population elle est au ras des pâquerettes aujourd'hui. Donc voilà, il y a aussi la manière dont on amène les choses et comment est-ce qu'on travaille aussi sur sa ville pour créer aussi un climat de confiance et de cadre de vie en fait, où les gens respectent tout simplement le cadre de vie. Nous en tout cas c'est ce qu'on essaie de construire aujourd'hui. Moi je pense qu'on ira plutôt vers une proposition comme celle-ci, ce qui